Parfois, rester chez soi n'est pas une option confortable, mais une déclaration de principe. La plupart des gens craignent le poids de leurs propres pensées et préfèrent se perdre dans la distraction continue du monde extérieur, plutôt que de faire face à la dureté de leur voix intérieure. Mais il y a une vérité peu populaire. Se retirer volontairement du tumulte exige plus de caractère que de céder au courant social. Le stoïcisme l'a compris depuis des siècles. Si tu n'es pas capable d'être avec toi-même, tu ne seras jamais vraiment libre. Dans une société qui récompense l'hyperactivité, le plus grand acte de force est de dire non, de fermer la porte et de construire à l'intérieur une discipline que personne ne peut voir, mais qui se ressent dans chaque décision. La maison n'est pas une cage, c'est ton laboratoire d'entraînement mental. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Rester chez soi avec intention n'est pas un abandon, c'est affiner le caractère et filtrer l'essentiel. C'est cesser d'hypothéquer ton énergie dans des relations vides et des dépenses émotionnelles inutiles. Seul celui qui ose s'isoler un temps comprend le coût psychologique de fuir soi-même. La véritable indépendance commence lorsque tu n'as plus besoin de valider ta vie devant qui que ce soit. Tout ce qui brille à l'extérieur n'est pas croissance, et la maîtrise de soi ne se négocie pas. Si tu cherches la clarté, la force et le contrôle, tu dois apprendre à être présent dans ton propre espace. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi se retirer chez soi n'est pas une fuite, mais une stratégie de pouvoir. 1. Fais du silence ton allié quotidien. Tu te lèves et alors que le soleil se lève à peine, le téléphone sonne déjà, des notifications arrivent, la télévision murmure en arrière-plan et, en ouvrant la fenêtre, le trafic envahit l'air avec des klaxons et des moteurs. La routine moderne commence ainsi, des stimuli qui s'immiscent à chaque instant, remplissant la maison avant que ton esprit puisse décider quoi faire de cette journée. Il est facile de se laisser emporter par ce courant, de se perdre dans le bruit, de réagir au lieu de choisir. Mais il existe une ressource que la plupart méprisent, bien qu'elle puisse te transformer, le silence. Ce n'est pas seulement l'absence de mots, mais cet espace où ton attention cesse d'être colonisée par le monde. Lorsque tu décides de rester chez toi et que tu éteins la télévision, que tu mets ton téléphone en silencieux, que tu t'assois sans musique de fond, une gêne presque physique apparaît, comme si quelque chose te manquait. C'est la dépendance que tu as au bruit pour ne pas te confronter à toi-même. Ce premier moment de silence pèse, il est inconfortable, voire agaçant. Mais c'est là que commence le vrai travail. La plupart des gens évitent le silence parce qu'il révèle ce qui est en attente. Dans ce vide, émergent les pensées que tu as remises à plus tard, les émotions que tu as étouffées avec des activités. Ta tête commence à fabriquer des excuses, cherche des distractions, se souvient des choses à faire qui pourraient t'attendre. C'est le filtre qui déforme ta perception de toi-même, la peur de rester seul avec tes idées. Cependant, le stoïque comprend que ce malaise initial est le signe qu'il est sur la bonne voie. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de reprendre le contrôle sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque fois que tu choisis le silence, tu entraînes ton attention comme quelqu'un qui renforce un muscle qui était atrophié depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'une retraite à la montagne, il te suffit de fermer la porte et de rester immobile quelques minutes. Tu commences à remarquer des détails que tu ignorais auparavant. Le son de ta respiration, le frottement des vêtements, le rythme de tes propres pensées. Le silence te permet de voir le mécanisme mental qui te pousse à fuir, à chercher une validation à l'extérieur, à hypothéquer ta paix pour l'approbation des autres. Chez toi, sans distraction, tu peux observer ces impulsions sans bouger. Tu te rends compte de combien de décisions tu as prises juste pour combler le vide, de combien d'énergie tu perds à essayer de faire partie de conversations qui ne t'apportent rien. Le silence révèle la dette émotionnelle que tu traînes en ne t'écoutant pas. Reste là, supporte l'inconfort, car c'est le prix de la clarté. Ce n'est que lorsque le bruit se calme que tu commences à entendre ta propre voix,
sans interférence, sans influences extérieures. Tu découvres des opinions qui ne sont pas les tiennes, des désirs hérités, des peurs qui ne t'appartiennent pas. Le silence devient le meilleur filtre, il sépare l'essentiel de l'accessoire. Fais du silence ton allié quotidien. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une journée vécue sans un moment de silence est une occasion manquée pour te comprendre. Lorsque tu entraînes cette habitude, tu construis de la discipline, car tu choisis délibérément ce qui entre dans ta vie. L'autodiscipline n'est pas seulement dire non à ce qui te fait du mal, mais aussi te permettre l'espace pour décider avec lucidité. Le silence te donne cette marge. Il te prépare à agir avec intention, non par réflexe. Accepter le silence est un acte de courage. La plupart fuient ce qu'ils découvrent à l'intérieur. Mais celui qui affronte cet espace et apprend à le soutenir gagne un avantage considérable sur les autres. La clarté est pouvoir. La présence s'entraîne dans le calme. Respire, reste, écoute. La véritable force se forge dans le calme que tu choisis. 2. Protège ton esprit des distractions inutiles. Je vais être honnête. Parfois, j'ai l'impression que mon esprit est comme une maison sans porte, trop exposée à tout ce qui se passe à l'extérieur. Peu importe combien d'intentions j'ai de garder le contrôle. Chaque fois que je laisse un canal ouvert, que ce soit un écran, une conversation superficielle, le bourdonnement des réseaux, quelque chose s'infiltre et s'installe là où je ne l'ai pas invité. Il y a des jours où je ne réalise même pas combien d'espace je cède à l'inutile, car le mécanisme est si automatique qu'il semble naturel. La réalité est que, même si j'aimerais penser que je suis maître de mon attention, la plupart du temps, je ne fais que réagir à ce que les autres décident de mettre devant moi. Et c'est le conflit. Le confort de se laisser porter contre la tension de poser des limites. Je me suis rendu compte que protéger l'esprit n'est pas seulement une question de volonté, mais de vigilance constante. C'est inconfortable de l'admettre, mais une grande partie de ma fatigue mentale vient du fait que je n'ai pas été assez jaloux de ce que je permets d'entrer. Être honnête à ce sujet fait mal. La plupart de mes distractions ne sont pas des accidents, ce sont des concessions. Ce sont la petite trahison quotidienne à mes propres priorités. Le plus difficile dans la mise en place de limites aux distractions, c'est que beaucoup d'entre elles ne se présentent pas comme des menaces, mais comme des soulagements momentanés. C'est là que l'auto-tromperie opère avec le plus de force. Tu accueilles le divertissement, la conversation insignifiante, en pensant que tu as besoin de te reposer. Mais ce que tu fais réellement, c'est hypothéquer ta clarté en échange de quelques minutes d'anesthésie mentale. Mon esprit cherche des excuses. Juste quelques vidéos, répondre rapidement à ce message, vérifier une fois de plus. Mais je sais qu'il y a derrière chaque concession une facture qui s'accumule. Une dette d'attention qui se paie ensuite par la fatigue, l'anxiété et un sentiment de vide. Protéger l'esprit des distractions inutiles est un acte d'autodéfense, car chaque minute perdue dans la superficialité est un investissement perdu dans ce qui compte vraiment. Ressentir le poids de cette accumulation m'a obligé à remettre en question la valeur réelle de mon temps et le coût caché de chaque interruption. La difficulté réside dans le fait que le monde t'éduque à être disponible, à réagir, à ne rien manquer de vraiment important. Mais personne ne t'avertit que la saturation est l'ennemi de la profondeur. Si tu ne filtres pas avec rigueur, tout finit par se mélanger. Tes véritables intérêts se diluent dans l'avalanche de l'irrélevant. L'autodiscipline commence là, à ce point inconfortable où tu dois te dire non à toi-même et le maintenir. Je ne parle pas de contrôler chaque seconde, ni de vivre obsédé, mais de créer une zone protégée, un minimum vital où ton esprit ne soit pas assiégé. La maison peut et doit être ce refuge. Si tu ne prends pas soin de cet espace, tout le reste perd son sens. L'esprit est un territoire qui se défend chaque jour. J'ai constaté que plus je tolère le trivial, moins j'ai de tolérance pour l'effort réel. L'excès de stimuli abaisse le seuil de ce que je suis capable de supporter. De petites distractions érodent de ma capacité de concentration, comme des gouttes qui usent la pierre.
Ce n'est pas seulement une question de productivité, mais de dignité personnelle. Il est facile de laisser la journée se remplir d'interruptions et, à la fin, de se sentir épuisé sans avoir avancé dans l'essentiel. C'est pourquoi protéger l'esprit n'est pas un luxe, c'est un devoir. La clarté a un prix. Maintenir la porte fermée à l'inutile, même si cela fait mal, même si c'est tentant de céder. Personne ne te rendra l'attention que tu offres. Cette phrase, je la répète quand je sens que l'énergie s'échappe par des fuites invisibles. Le caractère se construit dans les petites décisions, dans ces moments où tu choisis l'important, même si cela signifie te tenir à l'écart de la conversation, même si on te considère comme distant ou ennuyeux. Je préfère l'inconfort de la solitude à l'anesthésie collective de la distraction. Car c'est seulement dans cet espace protégé que je peux écouter ce dont j'ai vraiment besoin, reconnaître ce que je dois encore travailler, décider sans contamination. Discipliner l'esprit n'est pas facile, mais c'est le seul moyen de vivre à la hauteur de tes propres valeurs. La véritable liberté se conquiert lorsque tu décides quoi ignorer. 3. Choisis tes compagnies avec discernement. La réalité est que la plupart de tes problèmes ne viennent pas seulement de ce que tu penses, mais de qui tu laisses entrer dans ta vie. Choisir tes compagnies est une question de survie mentale, pas de courtoisie sociale. L'environnement dans lequel tu évolues détermine ton standard, tes habitudes et même la qualité de tes pensées. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de reconnaître l'impact réel qu'ils ont sur ton jugement, ton humeur et tes limites. Chaque interaction laisse un résidu, une idée qui n'était pas la tienne, une attente qui t'a été implantée, une insécurité que tu as absorbée sans t'en rendre compte. T'entourer de personnes peu disciplinées, avec des plaintes comme monnaie courante, avec des priorités vides, c'est accepter peu à peu cette médiocrité comme normalité. Le caractère se contamine par osmose. Si tu t'entoures de superficialité, tu deviens superficiel. Si tu t'entoures de ceux qui vivent en pilote automatique, tu finis par anesthésier ton propre jugement. La décision de rester chez soi n'est pas seulement un geste de soin personnel, c'est une déclaration stratégique. Je protège mon énergie, je filtre ce qui entre, je choisis consciemment qui je laisse influencer mon esprit. Quand tu sors dans le monde sans une sélection claire, tu t'exposes à des tensions inutiles, à des conversations qui ne t'apportent rien, à des dynamiques qui te tirent vers le bas. Beaucoup acceptent n'importe quelle compagnie par peur de l'inconfort d'être seul. Mais cette peur est le premier symptôme de dépendance émotionnelle. Si tu as besoin d'être entouré pour te sentir valable, tu deviens vulnérable à toute influence. L'autosuffisance se construit dans la solitude, mais se teste dans la qualité de tes relations. Rester chez soi t'oblige à regarder de face ton besoin d'appartenance et à évaluer si ce besoin te coûte ta paix. Toutes les amitiés ne sont pas bénéfiques. Chaque invitation ne mérite pas une réponse affirmative. Dire non est une forme de respect de soi. La pression sociale exige que tu sois disponible, que tu dises oui par politesse, que tu maintiennes des liens même s'ils sont un fardeau. Mais ce prix se paie cher, des relations qui drainent ton attention, qui alimentent la plainte, qui renforcent tes pires habitudes. La compagnie que tu choisis est le cadre invisible dans lequel se forment tes décisions. Si ton cercle normalise l'excès, la plainte, la dispersion, tu finis par avaler cette norme, même si tu ne le veux pas. C'est pourquoi rester chez soi est, souvent, une correction nécessaire. Tu te donnes de l'espace pour réviser, pour filtrer, pour couper ce qui ne t'élève pas. Certains diront que tu t'isoles, que tu deviens froid, mais la réalité est que la solitude momentanée est le prix de la clarté. Mieux vaut être seul que entouré de ce qui te fragilise. La compagnie est un investissement ou une dette. Apprendre à discerner qui tu laisses entrer est un acte de maturité. Il ne s'agit pas de chercher la perfection chez les autres, mais d'exiger de la cohérence avec tes propres valeurs. Celui qui se discipline dans la solitude développe un radar plus fin pour détecter ce qui lui nuit. Quand tu réduis le contact avec l'inutile, tu commences à remarquer quel est le coût émotionnel de tolérer ce qui ne te correspond pas.
Tu n'as pas à justifier ton retrait, ni à expliquer ton silence. Le droit de protéger ton espace mental est au-dessus de toute attente extérieure. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton temps ni à tes pensées. Sélectionne sans culpabilité. La vie est trop courte pour hypothéquer ta santé mentale dans des relations qui ne font que prendre de la place. La qualité de tes compagnies définit le plafond de ta croissance. Si tu aspires à la clarté, à la discipline et à un but, tu ne peux pas t'entourer de ceux qui vivent sans direction. Si tu veux la paix, éloigne-toi des agendas chaotiques. Si tu cherches la profondeur, fuis la superficialité. Choisis avec rigueur, même si cela fait mal. La force commence par savoir dire non. Personne ne prend soin de ton esprit à ta place. Le filtre, c'est toi. Seul celui qui protège son cercle protège son caractère. Ne sacrifie pas ta paix pour le confort de t'intégrer. Décide qui ajoute, qui enlève et agis en conséquence. Choisis avec fermeté, même si cela signifie rester seul pendant un temps. La solitude sélective est le terrain où croît la véritable liberté. 4. Priorise ton énergie sur l'essentiel. La journée est comme une batterie qui commence pleine et sans t'en rendre compte, tu la décharges par des fuites invisibles. Des messages qui ne te mènent nulle part, des tâches que tu acceptes juste pour faire plaisir, des promesses que tu fais au détriment de ton énergie et de ton attention. À la fin, tu te demandes pourquoi tu arrives épuisé le soir, sans force pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un hasard. La plupart des gens gaspillent leur meilleure énergie sur des choses sans importance et se plaignent ensuite de ne pas avoir de temps ni de clarté pour l'essentiel. Ici, il n'y a pas de place pour l'autocompassion. Si tu continues à offrir ta force vitale à tout ce qui ne compte pas, tu te condamnes à une vie médiocre. C'est aussi simple que ça. Le stoïque ne négocie pas son énergie, il l'investit. Il ne se laisse pas voler par les voleurs d'attention, ni par ses propres excuses déguisées en engagement ou en gentillesse. Être sélectif avec ce que tu fais, avec qui tu parles et où tu mets le focus n'est pas de l'égoïsme, c'est une question de survie mentale. Personne ne va te demander la permission d'envahir ton temps, c'est à toi d'apprendre à le protéger. Rester chez soi n'est pas fuir, c'est fermer le coffre-fort où tu gardes ce qu'il y a de plus précieux. Ta capacité à décider. Là, loin du bruit, tu peux voir avec une brutalité honnête où s'en va ta vie. As-tu vraiment besoin de vérifier chaque message dès qu'il arrive? Vas-tu continuer à accepter des réunions, des invitations ou des responsabilités juste parce que tu ne sais pas dire non? Chaque décision médiocre est un trou par lequel s'échappe ton énergie. Le plus grand auto-illusion est de croire que tu peux tout gérer, qu'un peu de dispersion ne fait pas de mal. Faux. L'épuisement est cumulatif et le prix, c'est toi qui le paies, pas ceux qui exigent ton temps. La discipline ne se mesure pas par le nombre d'activités qui remplissent ta journée, mais par la qualité de ce que tu choisis de soutenir. Plus ton focus est essentiel, plus ton caractère devient puissant. La dispersion est la marque de la faiblesse. Il faut le dire clairement, se laisser emporter par l'urgence est le piège de ceux qui n'atteignent jamais l'important. Le monde t'applaudit pour être occupé, mais ne te prévient pas du prix que tu paies en but et en direction. L'autodiscipline n'est pas seulement une question de volonté, mais d'intelligence stratégique. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si tu passes ta vie à éteindre des feux étrangers. Et non, ta valeur ne se mesure pas au nombre de choses que tu as ouvertes en même temps. Le véritable respect de soi se démontre dans les renoncements quotidiens, dans la capacité de s'éloigner de l'accessoire, même si tout le monde insiste sur le fait que ce n'est pas grave pour un petit moment de plus. Celui qui dit oui à tout finit vide, amer et sans direction. Le secret réside dans la priorisation stricte, sans sentimentalité. Tout ne mérite pas ton énergie. Il y a des engagements qui n'existent que parce que tu n'oses pas déranger. Il y a des activités qui te maintiennent occupé juste pour t'éviter le vide, de faire face à l'essentiel. Le caractère se fracture chaque fois que tu choisis le facile plutôt que l'important. L'excellence n'est pas un accident, c'est la conséquence d'un filtre implacable. La maison, bien utilisée,
est ce champ d'entraînement où tu apprends à distinguer ce qui ajoute de ce qui draine. L'énergie que tu économises dans le trivial se multiplie dans le transcendant. C'est la loi. Il n'y a pas d'accomplissement significatif si tu te dépenses dans ce que n'importe qui peut faire. Si tu choisis l'essentiel, ta présence pèse plus, ta parole vaut plus et ton avancement est réel. Ne te trompe pas, personne ne va prioriser à ta place. Si tu n'es pas brutalement honnête avec ce que tu choisis, le monde le fera pour toi et son agenda ne sera jamais le tien. Chaque fois que tu dis non à ce qui est superficiel, tu renforces le muscle de l'autodiscipline. Chaque fois que tu renonces à la fausse urgence, tu reprends le pouvoir sur ta vie. L'énergie est limitée, la gaspiller est l'acte le plus coûteux que tu puisses commettre. Assez d'excuses, la vie se raccourcit à chaque choix sans importance. Si tu veux de la clarté et de la force, investis ton énergie uniquement dans l'essentiel. Ce que tu laisses de côté définit ce que tu peux accomplir. Décide aujourd'hui, soit tu te disperses, soit tu grandis. Il n'y a pas de milieu. 5. Renforce ton indépendance émotionnelle sans excuse. La dépendance émotionnelle est la chaîne la plus lourde que tu traînes sans t'en rendre compte. Il suffit de regarder les gestes quotidiens. L'impulsion de vérifier ton téléphone en attendant une réponse, le tic nerveux quand personne n'écrit, l'anxiété qui monte lorsque les notifications s'éteignent. Tu es assis sur le canapé, la lumière tamisée dessine le contour de meubles statiques, et pourtant, le silence ne suffit pas. Tu veux que quelqu'un te confirme que tu existes, que ta présence compte. Tu regardes par la fenêtre, tu vois les lumières de la rue, la vie qui continue dehors. Et à l'intérieur, cette petite voix s'active, exigeant de la validation, te poussant à chercher chez les autres le sens ou le soulagement. C'est ainsi que fonctionne le mécanisme. Chaque fois que tu ne supportes pas ton propre espace, tu entraînes le besoin d'approbation, de compagnie, de stimulation externe. C'est une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se rembourser, car le solde dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. L'attention des autres, leurs mots, leurs gestes, leur humeur. Les jours passent et tu réalises que le prix est élevé. Tu ne peux pas choisir clairement, car chaque décision est filtrée par la peur de perdre l'acceptation ou de rester à l'écart. Mais l'indépendance émotionnelle ne se construit pas au milieu des foules, ni avec des opinions empruntées. Elle se forge dans ce cadre simple où tu restes seul, assis chez toi, sans distraction ni témoin. L'horloge marque chaque minute, la pièce semble plus grande et l'air paraît plus dense. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de like, pas de garantie que quelqu'un pense à toi à ce moment-là. C'est la véritable épreuve, tolérer cette solitude jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une punition et devienne ta zone d'entraînement. Renforcer ton autonomie émotionnelle, c'est littéralement cesser d'hypothéquer ton estime de soi dans des actions, des gestes ou des mots d'autrui. Tu te regardes dans le reflet de l'écran éteint, tu remarques tes mains agitées, ton corps cherchant des prétextes pour se lever, l'impulsion de faire quoi que ce soit pour ne pas ressentir le vide. Le défi est de rester, ne pas fuir, supporter le poids de ta propre compagnie jusqu'à ce que cela cesse de faire mal. Il n'y a pas d'autocompassion ici. Rester chez soi, seul, est l'espace où tu t'enseignes que tu peux vivre sans la dose quotidienne d'approbation, sans l'alimentation toxique de la comparaison. C'est la salle de sport où tu entraînes le muscle psychologique le plus sous-estimé, celui de te supporter et de te respecter sans fioriture ni masque. Tu regardes le téléphone, tu le laisses face cachée. Tu vois ton reflet dans l'écran noir et tu ne bouges pas. Tu ne cherches pas de distraction, tu n'inventes pas d'urgence. Tu ressens l'inconfort physique de l'esprit qui veut fuir, la tension dans la mâchoire, les épaules rigides. Tu le tolères. Parce que tu sais qu'à chaque minute où tu supportes cet inconfort, tu défais un vieux nœud, la dépendance des autres pour te sentir valable. Personne ne peut te donner ce crédit, seul toi peux te l'enlever. L'indépendance émotionnelle se remarque dans des détails minimes. La paix de ne pas répondre immédiatement, la tranquillité d'annuler une sortie sans culpabilité, la fermeté de décider ton plan même si personne ne le valide. Ce sont de petites victoires quotidiennes, presque invisibles,
mais chacune compte. Le silence de ta maison devient un soutien, non une punition. Tu commences à détecter les pièges internes, cette impulsion de te justifier, de demander pardon pour t'avoir choisi. Tu t'entraînes à dire non sans remords, à maintenir tes décisions même si elles déplaisent. La solitude cesse d'être un vide et se transforme en un champ fertile où grandit la véritable liberté. C'est ainsi que se construit le caractère, en supportant ton propre regard, en supportant le poids de ne pas être compris, en acceptant que ta valeur ne dépend pas de l'écho externe. L'indépendance émotionnelle n'est pas négociable, elle se défend ou se perd. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. La véritable maturité est de ne pas demander la permission d'être qui tu es. 6. Améliore tes compétences dans ton propre espace. Assis devant n'importe quelle table, avec la lumière de midi entrant paresseusement par la fenêtre, tu ouvres ton ordinateur portable et tu fais face à ce document en attente. Il n'y a personne pour te surveiller, personne n'attendant des résultats immédiats, juste le silence et la responsabilité de te conformer à toi-même. L'environnement est familier, presque trop confortable, et c'est là que surgit la première résistance. La tentation de procrastiner, de te lever pour chercher quelque chose dont tu n'as pas besoin, de te distraire avec n'importe quelle excuse. La maison est témoin de tes tentatives ratées et de tes petits succès. Mais surtout, c'est l'espace où il n'y a pas de masque, juste toi, ta volonté et la réalité nue de ta discipline. Il est facile de sous-estimer la valeur de pratiquer dans ton propre espace, mais la vérité est que c'est là que se révèle le véritable calibre de ton caractère. Quand les applaudissements extérieurs s'éteignent et que personne ne te regarde, chaque minute investie dans l'amélioration compte double, car personne ne te récompense ni ne te gronde. Seul toi peux te donner le crédit ou le reproche. Le mécanisme mental est clair et brutal. Si tu n'avances que lorsque quelqu'un te regarde, tu es esclave de la reconnaissance. Mais quand, entre quatre murs, tu choisis d'apprendre quelque chose de nouveau, de perfectionner une compétence ou d'approfondir ta propre pensée, tu forges une indépendance que le monde ne peut pas te ravir. Il est inconfortable de l'admettre, mais la plupart ont délégué la motivation aux attentes des autres. C'est pourquoi le véritable défi commence quand tu décides de grandir dans la solitude, sans spectateur. La maison devient un laboratoire. C'est là que se testent la constance et l'honnêteté, c'est là que l'on mesure combien de ton effort est authentique et combien n'est qu'une façade. Il n'y a pas d'échappatoire. La qualité du travail que tu fais dans ton espace privé définit ton standard, car personne ne va te corriger ni célébrer tes progrès à ta place. L'autodiscipline se manifeste dans ces heures grises, où la seule pression est celle que tu te dois à toi-même. Entraîner des compétences chez soi exige un type de force qui ne s'apprend pas à l'extérieur, celle de maintenir l'intérêt sans stimuli immédiat, de tolérer l'ennui initial jusqu'à le transformer en amélioration réelle. Le monde te vend l'idée que les grands progrès nécessitent des scénarios spectaculaires. Mais la vérité est que l'excellence se forge dans des répétitions anonymes, dans des tentatives ratées que seul toi observes. Chaque fois que tu répètes un exercice, chaque fois que tu corriges une erreur, chaque fois que tu t'obliges à terminer ce que tu as commencé, même si personne ne le remarque, tu renforces le muscle invisible de l'autodirection. Ce que tu es capable de faire quand personne ne te demande rien, c'est ce que tu es vraiment. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou des discours internes motivants. Ce qui compte, c'est le travail silencieux, celui qui s'accumule et, avec le temps, te différencie des autres. Il n'est pas surprenant que les plus disciplinés recherchent délibérément des espaces d'isolement. Ils savent que c'est là que le caractère se façonne, loin de la validation immédiate. À la maison, sans la pression d'impressionner qui que ce soit, tu as l'opportunité d'échouer sans jugement, de corriger sans peur et d'apprendre avec honnêteté. La véritable croissance n'est jamais confortable. Elle coûte toujours plus que ce que tu veux admettre. Elle exige toujours de supporter l'inconfort de l'effort sans témoin. Mais c'est là que se fixe la différence. Celui qui supporte l'inconfort de l'apprentissage en solitude maîtrise ensuite l'art d'agir avec confiance sous n'importe quelle pression.
Personne ne voit ton entraînement, mais tout le monde remarque les résultats. Le travail invisible est celui qui compte. Chaque minute de pratique en silence est un investissement dans ton avenir. La constance privée est la racine de l'excellence publique. Ce que tu fais quand personne ne regarde te définit. Il n'y a pas de raccourci. Soit tu entraînes le muscle de l'amélioration dans ton propre espace, soit tu te résignes à dépendre toujours de l'élan des autres. La véritable force ne se mesure pas à ce que tu peux faire devant les autres, mais à ce que tu t'exiges sans témoin. La maison, si tu la choisis bien, est le meilleur terrain d'entraînement pour ton caractère. Rends-le inconfortable, rends-le intentionnel. Chaque répétition, chaque minute de concentration, chaque effort soutenu compte. À la fin, le standard que tu te fixes chez toi est le même que tu porteras dans le monde. La discipline privée est la base d'une présence publique puissante. Entraîne-toi en silence, grandis en privé et laisse les résultats parler quand le moment sera venu. 7. Apprends à valoriser la solitude constructive. Je vais l'admettre, parfois la solitude ne me semble pas un mérite, mais plutôt une punition auto-imposée. Il y a des jours où je ressens le poids d'être avec moi-même comme une sorte de condamnation silencieuse, comme si le fait de rester chez moi était un signe qu'il me manque quelque chose, ou que je suis en train de rater ce qui se passe dehors. Mais si j'analyse cela avec froideur, ce que je ressens vraiment, c'est la peur d'affronter le vide, de me retrouver sans prétexte, de découvrir de quoi je suis fait quand personne d'autre ne tient la scène. La solitude, si on ne lui donne pas de sens, se transforme en cet espace inconfortable où les insécurités et les doutes prennent de l'ampleur. Cependant, je sais aussi que c'est là que se joue la partie la plus pertinente de l'autodiscipline, savoir être seul et ne pas dépendre d'aucune distraction. La véritable valeur de la solitude ne réside pas dans l'isolement, mais dans la possibilité de l'utiliser comme un outil de construction personnelle, non pas comme un refuge, ni comme une punition, mais comme un laboratoire où se filtrent et se raffinent les intentions, les objectifs et les limites. En décomposant les causes, l'habitude de fuir la solitude vient d'un conditionnement social profond. Depuis notre enfance, on nous entraîne à associer le fait d'être seul à un manque, un échec ou une exclusion. L'idée s'installe que tu n'es précieux que si tu fais partie de quelque chose, si tu as des projets, si tu maintiens ton agenda rempli. Mais ce récit est un piège psychologique. Il t'oblige à chercher constamment de la validation et te vole le contrôle de tes propres processus internes. La conséquence est que tu ne développes jamais de tolérance au vide. Tu n'entraînes jamais la capacité de t'écouter sans filtre et tu finis par confondre ta valeur avec la quantité de stimuli ou de compagnie. C'est un mécanisme qui érode l'autonomie et déforme la perception de la solitude, la faisant apparaître comme un symptôme de faiblesse au lieu d'une opportunité stratégique. La décision de valoriser la solitude constructive implique un changement de perspective radical. Cesser de la voir comme un état transitoire qu'il faut remplir rapidement et commencer à la comprendre comme un terrain fertile, une sorte de salle d'opération où tu peux observer, sans pression extérieure, les fractures et les réussites de ton caractère. Dans cet espace isolé du jugement des autres, tu as la liberté brutale d'analyser tes véritables motivations, d'identifier les concessions que tu fais par peur et, surtout, de découvrir à quel point ta volonté dépend encore de facteurs externes. C'est inconfortable parce que personne n'applaudit ce travail, mais en termes stoïciens, la solitude est la salle d'entraînement où se forge la maîtrise de soi. Si tu ne supportes pas ta propre présence, comment vas-tu affronter le monde avec intégrité? La solitude bien utilisée t'oblige à être sincère sur tes priorités et tes carences. Le silence devient une sorte de radiographie. Il te montre où tu cèdes sous pression, où tu procrastines par peur et de quelle manière tu t'auto-illusions pour éviter l'effort réel. Là, il devient évident à quel point ta discipline est authentique et combien elle est une façade maintenue par le regard des autres. Tu apprends à distinguer entre les véritables besoins et les désirs fabriqués par l'habitude de plaire. C'est un audit émotionnel constant.
Ce n'est que dans ce retrait volontaire que tu peux identifier quelles pensées te sont propres et lesquelles répondent à des attentes extérieures. La solitude, loin d'être une condamnation, devient un avantage stratégique. C'est là que tu filtres, sélectionnes et affines qui tu vas être quand tu sortiras dans le monde. Valoriser la solitude constructive est, au fond, un acte de rébellion et de maturité. Tu ne cèdes pas à la pression d'être disponible. Tu ne te plies pas à l'anxiété d'appartenir. Tu décides d'investir du temps dans ta propre clarté et ta force. Personne d'autre ne le fera pour toi. La solitude ne te diminue pas, elle te préserve. En elle, tu deviens maître de tes décisions et protecteur de ton énergie. Une phrase à graver: celui qui apprend à être seul n'est jamais orphelin de lui-même. Et une autre: la solitude est le filtre où se distille le caractère. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de construire une base interne si solide qu'aucune foule ne puisse te déstabiliser. Entraîner la solitude, c'est investir dans l'autonomie et la liberté. Sans cet entraînement, tout le reste n'est qu'une façade. 8. Utiliser le retrait pour gagner en clarté intérieure. Personne ne veut l'admettre, mais la raison principale pour laquelle vous restez bloqué n'est pas le manque de temps, ni le stress, ni même l'environnement. C'est que vous avez peur de rester seul avec vous-même, sans distraction possible. Le retrait volontaire, l'acte de s'éloigner et de rester chez soi pour regarder à l'intérieur, est l'outil le plus brutal et le moins utilisé pour gagner une véritable clarté. La plupart préfèrent se perdre dans des occupations inutiles plutôt que d'affronter le travail inconfortable de se voir sans filtre. Avez-vous vraiment besoin de plus de preuves? Regardez-vous. Chaque fois que vous avez un moment libre, vous courez pour remplir le vide avec du divertissement, des conversations forcées ou des tâches qui ne changent rien dans votre vie. Cette compulsion à vous éviter est le plus grand obstacle que vous avez pour comprendre ce que vous voulez, où vous allez et où vous échouez. La clarté n'arrive pas par accident ni par une inspiration soudaine. Elle se tire de force et seuls ceux qui osent se retirer du bruit sont capables de l'obtenir. Rester chez soi avec l'intention de se retirer n'est pas une fuite ni un luxe pour quelques privilégiés. C'est un mécanisme d'hygiène mentale. Si vous attendez que le monde se calme pour penser clairement, vous passerez votre vie entière en pilote automatique, répétant des erreurs et excusant la médiocrité. Le retrait n'est pas confortable, car il expose toutes les failles que vous avez reportées à corriger. Il vous oblige à regarder de front le désordre intérieur, les priorités distordues et les promesses brisées que vous avez accumulées année après année. Personne ne veut ce miroir, car il révèle ce qui dérange, le manque de décision, la tendance à plaire, la peur de renoncer à ce qui ne sert plus. Mais c'est le seul point de départ honnête. Si vous êtes toujours occupé, vous n'avez jamais à rendre des comptes. Si vous ne vous donnez pas cet espace, vous vous condamnez à vivre avec le brouillard mental comme norme. Le retrait exige une rudesse que la plupart ne supportent pas, s'asseoir sans chercher d'excuses, sans négocier avec soi-même, laissant l'inconfort initial faire son travail. Car ce n'est que lorsque vous cessez de vous anesthésier avec l'extérieur que vous pouvez commencer à séparer l'urgent de l'important, ce qui est un désir réel de ce qui n'est qu'une pression sociale. La clarté intérieure n'apparaît pas tant que vous êtes entouré de stimuli et de validation bon marché. Elle a besoin d'air, elle a besoin de distance, elle a besoin que vous ayez le courage de freiner votre propre faiblesse. Il ne suffit pas de rester chez soi par inertie, il faut se retirer avec une intention claire, analyser vos schémas, identifier à quoi vous avez dit oui par peur et surtout décider à quoi vous allez dire non même si cela fait mal. Le retrait n'est pas facile, mais c'est justement dans cet inconfort que commence le processus de purification. Ligne emblématique, celui qui ne se retire pas se trahit. Ne vous laissez pas tromper en attendant un moment parfait, ni la motivation magique pour commencer. La clarté se construit dans l'inconfort d'être avec soi-même, sans témoin ni prétexte. Le véritable retrait est celui qui coupe à la racine le besoin d'approbation et vous oblige à vous répondre avec une brutalité honnête.
Vous n'avez pas besoin d'une cabane dans les bois, ni d'une retraite spirituelle à la mode. Il suffit de fermer la porte, d'éteindre les stimuli et de faire face à la réalité inconfortable de vos propres contradictions. C'est là, sur ce terrain austère, que commencent les réponses que le bruit couvre toujours. Le retrait n'est pas une récompense, c'est une obligation pour quiconque aspire à ne plus être une marionnette de ses impulsions. Et oui, au début, c'est lourd, mais chaque minute d'inconfort est un investissement direct dans votre lucidité. Deuxième ligne emblématique. Le retrait est la chirurgie qui sépare l'authentique de l'imposé. Le monde va toujours vous tenter avec de nouvelles distractions, des excuses fraîches et des promesses vides que vous aurez le temps. Ne tombez pas dans le piège. Attendre que la clarté apparaisse au milieu du désordre est le mensonge le plus coûteux que vous puissiez vous permettre. Le retrait, aussi inconfortable soit-il, est le filtre dont vous avez besoin pour cesser de vivre dans la confusion, pour purifier vos intentions et pour concevoir une direction qui ne dépende pas de l'approbation des autres. Seul celui qui ose se retirer vraiment gagne la lucidité nécessaire pour agir avec fermeté. Ne cherchez pas le soulagement facile. Cherchez ce qui vous dérange et restez-y. La clarté est un privilège réservé à ceux qui supportent le poids du retrait. Ton esprit est comme une maison que tu as laissée avec toutes les portes ouvertes. La peur entre, l'anxiété entre, de vieux souvenirs entrent, des opinions étrangères et même des pensées que tu ne reconnais pas comme les tiennes. Et pourtant, tu te demandes pourquoi ta vie semble désordonnée, lourde ou hors de contrôle. La réponse est simple, tu n'as pas appris à fermer ces portes. Ici, nous ne maquillerons pas la réalité. La plupart vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils perdent de l'énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas, se noient dans des pensées qu'ils ne remettent même pas en question, et vivent si distraitement qu'ils ne distinguent plus l'essentiel de l'inutile. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de maîtrise intérieure. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour te dire, sans adoucir quoi que ce soit, que ta transformation commence lorsque tu prends la responsabilité de ton monde intérieur. Quand tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, quand tu cultives le silence pour écouter ta vraie voix, quand tu renforces ton focus pour cesser d'être l'esclave de chaque stimulus qui t'entoure. Ici, le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences se rejoignent pour te montrer comment récupérer ton esprit, pièce par pièce. Parce que si tu ne te gouvernes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, tes émotions, ton ego, tes impulsions ou le bruit du monde. Reste jusqu'à la fin, non pas pour te divertir, mais pour comprendre comment construire un état d'esprit fort, conscient et difficile à briser. Cette vidéo est un appel direct. Il est temps d'entrer dans ta propre maison et de commencer à fermer des portes. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. L'esprit ressemble à un poing fermé qui essaie de retenir du sable. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement entre tes doigts. C'est ce qui t'arrive lorsque tu t'accroches à ce qui ne dépend pas de toi. Tu te crispes, tu t'épuises, tu te frustres et pourtant tu n'obtiens rien. Tu restes seulement avec l'amère sensation d'avoir lutté contre quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains. Et aussi dur que cela puisse paraître, tu as besoin de l'entendre très clairement, tu perds de l'énergie en essayant de dominer ce que tu ne pourras jamais contrôler. La plupart des gens sont pris dans ce schéma. Ils se soucient des décisions des autres, des futurs qui n'existent pas encore, des opinions qui changent chaque jour et des résultats qui ne dépendent pas uniquement de leurs efforts. C'est la raison pour laquelle l'esprit se sent lourd. Ce n'est pas que la vie est insupportable, c'est que tu portes trop de poids. La philosophie stoïcienne le résume en une idée simple. Libère-toi de ce que ta volonté ne contrôle pas et concentre-toi uniquement sur ce que tu peux diriger. Le reste n'est que bruit, distraction et perte de temps vital. Quand tu essaies de manipuler l'extérieur, tu entres dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Tu veux que quelqu'un agisse comme tu le souhaites, que les choses s'alignent selon tes attentes, que le monde te donne un traitement spécial, simplement parce que tu essaies de bien faire les choses. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie répond aux faits, pas aux désirs, aux actions,
pas à l'imagination. Lâche cette illusion enfantine que tout se passera toujours comme tu le veux et tu verras que ton esprit commence à respirer. La psychologie explique que s'accrocher est une tentative désespérée de sentir le contrôle face à l'incertitude. Nous voulons des garanties, de la stabilité, des fins prévisibles, des personnes qui ne changent pas, des émotions qui ne font pas mal. Nous essayons de nous accrocher à n'importe quoi qui nous donne le sentiment de sécurité, même si cette sécurité est fausse et nous détruit. S'accrocher est un mécanisme de défense mal entraîné. Lâcher prise est un acte de maturité. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou être passif. Cela signifie accepter ce qui ne dépend pas de toi et agir uniquement sur ce que tu peux transformer. Cette distinction est le cœur de la maîtrise intérieure. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est arrêter de t'épuiser inutilement. C'est un mouvement mental qui te rend plus léger, plus conscient et plus puissant. Tant que tu restes accroché à des personnes qui ne te correspondent pas, à des situations qui ne changent pas ou à des résultats qui n'arrivent pas, la vie continuera à t'entraîner comme un courant qui ne contrôle pas ses eaux. Les neurosciences le confirment également. L'esprit qui lâche prise se repose. L'esprit qui s'accroche s'enflamme. Le stress chronique apparaît lorsque l'attention reste coincée sur quelque chose qu'elle ne peut pas résoudre. La chimie du corps réagit comme si tu faisais face à une menace réelle, même si la menace n'existe que dans ta tête. Quand tu apprends à lâcher prise, ton système nerveux se détend, ton attention s'organise et ton énergie revient là où elle doit être. Le détachement est une discipline. Ce n'est pas une déconnexion émotionnelle. C'est choisir de ne pas te détruire mentalement pour quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est te dire à toi-même: cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas gaspiller ma paix là-dessus. C'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Lâcher prise, c'est te choisir. Choisir ta tranquillité. Choisir ton focus. Choisir ta stabilité interne au-dessus de toute situation qui veut t'entraîner vers le chaos. Quand tu lâches prise, tu récupères du pouvoir. Tu arrêtes de réagir et tu commences à décider. Tu arrêtes de dépendre de l'extérieur et tu commences à construire de l'intérieur. C'est la véritable force. C'est la base de la maîtrise intérieure. 2. Observe tes émotions sans t'y attacher. Les émotions sont comme une rivière en crue après une tempête. L'eau avance avec force, emporte des branches, frappe les roches et change la couleur du lit de la rivière. Mais aussi violent que puisse paraître le mouvement, tu n'es pas la rivière. Tu es simplement debout sur la rive à l'observer. La plupart des gens oublient cela et finissent par sauter dans l'eau, se laissant emporter par des courants internes qu'ils ne savent pas contrôler. Ils confondent ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils sont et finissent par se noyer dans leur propre esprit. Observer tes émotions sans t'y attacher ne signifie pas les réprimer, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les comprendre sans t'y soumettre. Chaque émotion qui apparaît en toi porte un message, mais c'est toi qui décides si ce message devient une vérité ou un simple signal d'alerte. Lorsque tu t'attaches à ce que tu ressens, tu commences à construire ton identité sur des états temporaires. Et c'est là que naît le chaos mental. Une émotion dure quelques minutes, mais un attachement émotionnel peut durer des années. La psychologie explique que le problème n'est pas de ressentir, mais de s'accrocher. Le cerveau réagit automatiquement aux stimuli, mais c'est toi qui décides si tu nourris cette réaction ou si tu la laisses mourir. L'émotion est une étincelle, l'attachement est l'incendie. Les stoïciens voyaient les choses de la même manière. Ils n'écartaient pas les émotions, mais ne les transformaient pas non plus en guides absolus. Ils disaient quelque chose de simple: ressens, mais ne t'asservis pas. Laisse l'émotion passer sans qu'elle détruise ta clarté. L'esprit observateur est un outil puissant. Lorsque tu parviens à l'activer, tu commences à remarquer tes émotions comme si elles étaient des mouvements dans le ciel. Un nuage de colère qui apparaît, une rafale de peur qui passe rapidement, une ombre d'anxiété qui tente de rester, mais tu n'es aucune d'elles. Tu es le ciel où elles passent.
Cela te donne de la distance et depuis cette distance, tu peux choisir ta réponse. Le problème est que la plupart des gens réagissent sans cette distance. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ont peur et agissent à partir de la peur. Ils se sentent blessés et agissent à partir de l'insécurité. Ensuite, ils regrettent, mais il est déjà trop tard. C'est la conséquence de ne pas observer. Lorsque tu n'observes pas, tu deviens l'émotion du moment. Tu perds ton centre, tu perds ton jugement et tu perds ta force. Les neurosciences révèlent que lorsque tu observes une émotion sans agir impulsivement, tu actives des zones du cerveau associées au raisonnement et au contrôle exécutif. En d'autres termes, tu récupères ton pouvoir. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de traiter. Une émotion observée se dissout, une émotion nourrie se multiplie. Le choix est toujours entre tes mains. Apprendre à observer sans t'attacher te rend également moins manipulable. Il y a des personnes, des situations et des pensées qui cherchent à t'allumer émotionnellement. S'ils y parviennent, ils te contrôlent. S'ils te maintiennent réactif, tu deviens prévisible. Mais lorsque tu as la capacité de regarder une émotion avec calme, même si elle est intense, même si elle est inconfortable, même si elle touche de vieilles blessures, personne ne peut l'utiliser contre toi. C'est ça, la maîtrise intérieure. Observer te donne aussi de l'honnêteté. Cela t'aide à reconnaître que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Parfois, l'émotion exagère, déforme, invente des histoires pour justifier son intensité. Tu peux sentir que quelqu'un te rejette alors que ce n'est pas le cas. Tu peux sentir que tu vas échouer alors que tu n'as pas de preuves. Tu peux sentir que quelque chose ne va pas alors que tout va bien. L'émotion confond, l'observation éclaircit. La clé est de le pratiquer quotidiennement. Quand tu ressens de la colère, regarde-la sans agir. Quand tu ressens de la peur, respire sans fuir. 3. Cultive le silence intérieur quotidiennement. Le silence intérieur fonctionne comme un phare au milieu d'une tempête. Peu importe combien de vagues se lèvent, peu importe le bruit que fait le vent, la lumière reste allumée, ferme, constante, guidant sans crier. Et c'est ce qui te manque quand tu sens que ton esprit est sur le point d'exploser, quand le bruit du monde se mélange à ton propre bruit intérieur, jusqu'à ce que tu perdes la direction. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de silence. La vie moderne est conçue pour te déconnecter de toi-même. Notifications, messages, opinions, vidéos, discussions, actualités, stimuli constants qui bombardent ton esprit depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu essaies de dormir. Tu t'habitues à vivre en réagissant au monde, mais jamais en t'écoutant toi-même. C'est pourquoi tu te sens confus, saturé ou émotionnellement épuisé. Tu n'as pas appris à entrer dans ton propre espace mental. Tu n'as pas créé l'habitude du silence. Le stoïcisme l'a bien compris. Avant de faire face à la journée, les sages prenaient quelques minutes pour ordonner leur esprit. Ce n'était pas de la méditation mystique, c'était une simple hygiène mentale. Tout comme tu laves ton corps pour commencer propre, ils lavaient leurs pensées avant de sortir dans le monde. Le silence était un outil, une arme, une façon de s'assurer que la vie ne les prenait pas par surprise. Ils savaient que celui qui commence la journée avec du bruit intérieur est déjà vaincu avant de commencer. La psychologie moderne le confirme. Le silence quotidien réduit la réactivité émotionnelle, régule le système nerveux, améliore la mémoire de travail et renforce la capacité à prendre des décisions avec clarté. Le cerveau a besoin de moments sans stimuli pour se réorganiser, tout comme une pièce a besoin d'être aérée. Mais la plupart des gens vivent avec la fenêtre fermée et l'air accumulé. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent lourds. La neuroscience explique que lorsque tu te donnes des minutes de silence, le réseau neuronal par défaut s'active. Ce système est essentiel pour traiter les informations internes, résoudre les problèmes et comprendre tes émotions. Sans silence, ce réseau s'atrophie. C'est pourquoi tu as du mal à comprendre ce que tu ressens. C'est pourquoi tu ne sais pas quel chemin prendre.
Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'espace mental. Cultiver le silence intérieur ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie créer un territoire où les opinions extérieures ne décident pas de ta direction. C'est t'asseoir avec toi-même sans masque, sans bruit, sans distraction. C'est permettre à ton esprit de respirer. Le silence est un filtre. Tout ce qui ne sert pas reste dehors. Tout ce qui compte émerge. Mais voici la vérité inconfortable. Le silence fait mal au début. Il fait mal parce qu'il te montre ce que tu as toujours évité de ressentir. Il t'enseigne les frustrations que tu cachais, les vides que tu ignorais, les décisions que tu as reportées et les réalités que tu ne voulais pas affronter. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester occupés, divertis ou distraits, non pas parce que le bruit est plus confortable, mais parce qu'il leur évite de se confronter. Le silence révèle, mais il libère aussi. Pratiquer le silence intérieur quotidiennement est un acte de discipline et de sincérité. Tu peux le faire n'importe où, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Assieds-toi simplement, respire, écoute. Laisse l'esprit parler et laisse l'esprit se taire. N'essaie pas de contrôler les pensées, observe-les simplement passer. Au début, cela semblera chaotique, mais ensuite, peu à peu, la clarté apparaît. Et avec elle, apparaît le pouvoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde intérieur. Il répond mieux, pense mieux, ressent mieux. Il ne se laisse pas entraîner par n'importe quelle provocation. Il ne tombe pas dans des impulsions inutiles. Il ne vit pas à la merci du bruit des autres. Son esprit devient un refuge, pas une prison. 4. Vise chaque action avec présence. La présence fonctionne comme une lanterne au milieu d'une forêt sombre. Quand tu l'allumes, tu vois le chemin clairement. Quand tu l'éteins, tout devient confus, incertain et plein d'ombres qui semblent plus grandes qu'elles ne le sont réellement. C'est ce qui t'arrive quand tu vis divisé entre ce que tu fais et ce que tu penses, entre le passé qui te pèse et le futur qui te fait peur. Ton corps est à un endroit, mais ton esprit est ailleurs, et ainsi personne ne peut avancer avec assurance. Vivre avec présence est une compétence que peu de gens maîtrisent. La plupart se déplacent en mode automatique, piégés dans des pensées répétitives, des doutes inutiles et des dialogues internes qui ne s'arrêtent jamais. Ils accomplissent des actions comme s'ils les regardaient de loin, déconnectés, dispersés, sans véritable intention. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. La réponse est simple, ils ne vivent pas le moment où ils peuvent vraiment transformer quelque chose, le maintenant. Le stoïcisme le disait sans détour, le seul temps que tu possèdes est l'instant que tu vis. Tout le reste est illusion, fumée mentale, une tentative d'échapper à la réalité présente. Celui qui ne vit pas avec présence gaspille sa vie. Non pas par manque d'opportunités, mais par manque d'attention. Non pas parce que le monde lui ferme des portes, mais parce que son esprit est trop occupé pour les voir. La psychologie actuelle le confirme. L'esprit présent est plus stable, plus émotionnellement intelligent et plus capable de prendre des décisions judicieuses. Quand tu es ici, vraiment ici, la rumination diminue, l'excès de soucis s'arrête et le pilote automatique qui te fait répéter les mêmes schémas encore et encore s'éteint. Vivre avec présence te rend la capacité de choisir. Les neurosciences expliquent que lorsque tu te concentres sur le moment présent, tu actives des réseaux neuronaux associés au contrôle exécutif et à la prise de décision consciente. Cela signifie que chaque action devient plus précise, chaque pensée plus claire et chaque émotion plus gérable. La présence ordonne le chaos interne parce qu'elle limite l'accès aux stimuli non pertinents. Tu deviens le maître de ton attention. Mais vivre avec présence exige du courage. Il faut faire face à ce que tu évites. Il faut cesser de fuir vers un passé qui n'existe plus et vers un futur que tu ne peux pas contrôler. Il faut s'engager dans ce que tu fais, qui tu es et ce que tu construis. Et cela n'est pas toujours confortable. La présence te confronte à tes distractions, à tes excuses et à tes habitudes qui ne servent plus. La présence est aussi précision. Quand tu manges, tu manges. Quand tu parles,
tu parles. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu te reposes, tu te reposes. Pas question de tout mélanger, pas question de multiplier les tâches, pas question de laisser ton esprit sauter comme un animal agité. Chaque action a un but, et chaque but a un moment. Quand tu vis ainsi, même les petites choses deviennent significatives. Vivre avec présence te protège aussi. Quand tu es attentif, tu détectes les manipulations, tu identifies les signaux, tu perçois les changements et tu réponds avec intelligence. Tu ne te perds pas dans des interprétations exagérées, ni dans des réactions impulsives. Tu vois la réalité telle qu'elle est, pas comme ton esprit perturbé l'invente. La présence te donne du pouvoir, car elle te permet d'agir à partir de la conscience, pas de la confusion. Pratiquer la présence quotidienne n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Observe ta respiration pendant quelques secondes. Sens tes pas pendant que tu marches. Concentre ton attention sur une seule tâche. Reste conscient de tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de l'entraînement mental. 5. Protège et renforce ton focus. Le focus ressemble à une flèche lancée au milieu d'un champ plein de vent. Si la flèche n'a pas de direction claire, le courant la dévie. Si tu la lâches sans fermeté, elle tombe avant d'atteindre la cible. Et si tu permets à n'importe quel bruit de te distraire, tu perds la force du tir. Il en va de même pour ton esprit. Peu importe combien de talent tu as, combien de motivation tu ressens ou combien de rêves tu veux atteindre, si ton focus est faible, tout se disperse. La vérité est que nous vivons dans l'ère la plus dangereuse pour l'attention humaine. Pas dangereuse à cause des guerres ou des catastrophes physiques, mais à cause de la guerre silencieuse qui se déroule dans ta tête. Chaque application, chaque écran, chaque notification est conçue pour te voler des secondes de focus qui, lorsqu'elles s'additionnent, finissent par te coûter des années entières de progrès. La distraction n'est plus un accident, c'est un système. Et si tu n'en es pas conscient, ce système te dévore. Le stoïcisme parlait déjà de cela bien avant l'existence des écrans. Il disait que celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie. Le sage ne gaspille pas son énergie dans quoi que ce soit qui ne contribue pas à son but. La concentration était un acte de discipline interne et aussi de respect de soi. Parce que se concentrer n'est pas seulement choisir quelque chose, c'est renoncer à tout ce qui t'éloigne de cela. La psychologie moderne renforce cette idée. L'esprit humain n'est pas fait pour le multitâche, même si tout le monde le croit. Chaque fois que tu sautes entre les tâches, ton cerveau paie un coût cognitif. C'est comme s'il redémarrait légèrement encore et encore. Tu perds en profondeur, tu perds en qualité, tu perds en clarté. Tu finis fatigué sans avoir réellement progressé. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu progresser. Ils ne sont pas concentrés, ils sont divisés. Les neurosciences confirment que le focus est un muscle. Quand tu l'entraînes, il se renforce. Quand tu le négliges, il s'atrophie. Et les distractions ont le même effet qu'un poison lent. Elles ne te tuent pas en un jour, mais elles te dépouillent de ta capacité à maintenir l'esprit dans une seule direction. Ton attention devient fragile, inquiète, incapable de soutenir une tâche sans vouloir s'échapper vers des stimuli plus faciles. Renforcer le focus implique 3 décisions. La première, protéger ton esprit de ce qui l'affaiblit. Cela signifie des limites. Limites avec les réseaux, limites avec les personnes, limites avec tes propres habitudes impulsives. Tu ne peux pas te concentrer si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ton esprit quand il le veut. La deuxième décision est d'éliminer le bruit inutile. Ce n'est pas du radicalisme, c'est de l'hygiène mentale. Chaque chose que tu élimines libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. La troisième décision est de t'engager avec l'essentiel. Ton esprit a besoin de savoir ce qui est prioritaire pour ne pas errer sans direction. La présence et le focus sont connectés. Tu ne peux pas te concentrer si tu n'es pas présent. Et tu ne peux pas être présent si ton esprit est entraîné à sauter de stimulus en stimulus. Maîtriser le focus implique de construire de la résistance. Résister à la tentation de te distraire.
résister à l'impulsivité, résister au besoin de gratification instantanée. Le focus te force à grandir parce qu'il te force à choisir. Cultiver le focus te donne aussi du pouvoir social. Dans un monde plein d'esprits dispersés, la personne qui peut se concentrer se démarque sans effort. Elle devient plus fiable, plus précise, plus efficace. La clarté mentale est une forme d'autorité. Les gens suivent celui qui pense avec direction. Ils respectent celui qui ne se brise pas sous des stimuli superficiels. Ils admirent celui qui va fermement vers un objectif sans dévier. 6. Reconnais et désactive ton ego. L'ego fonctionne comme un miroir brisé. Il reflète quelque chose, oui, mais de manière déformée. Il te montre une version agrandie quand tu veux te sentir supérieur et une version minimale quand tu te sens insécurisé. Il ne te montre jamais la réalité complète, seulement des fragments, seulement des morceaux. Et toi, croyant que ce miroir est vrai, tu finis par agir à partir d'une identité fragile qui répond plus à la peur qu'à la conscience. L'ego est ce bruit mental qui apparaît quand tu ne sais pas qui tu es, sans les apparences, sans les éloges, sans la validation externe ou sans les histoires que tu te racontes pour ne pas affronter ta vérité. C'est cette voix qui a besoin d'avoir raison, qui veut être vue, acceptée, admirée, protégée du rejet. Mais surtout, c'est une construction qui t'affaiblit quand elle gouverne tes décisions. Et si tu ne le reconnais pas, il te contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Ils enseignaient que le véritable ennemi n'est pas le monde, mais l'esprit qui s'accroche à une fausse identité. Le sage connaît sa valeur sans avoir besoin de la démontrer. Il connaît ses limites sans en avoir honte. Il connaît son rôle dans la vie sans se gonfler ni se rétrécir. Il sait que l'ego exagère, invente, manipule et dramatise. C'est pourquoi ils l'observent et le maintiennent à sa place. La psychologie moderne le souligne également. L'ego agit comme un mécanisme de défense conçu pour te protéger de la douleur émotionnelle. Quand tu ressens de la peur, l'ego veut contrôler. Quand tu ressens de la honte, l'ego veut fuir. Quand tu te sens petit, l'ego veut s'imposer. Mais toutes ces réactions te déconnectent de la réalité. Tu agis pour défendre ton image, pas pour résoudre ta vie. Désactiver l'ego ne signifie pas l'éliminer. Cela signifie reconnaître quand il essaie de t'utiliser. Cela signifie l'observer sans le laisser prendre le contrôle du volant. La clé est d'identifier ces signaux. L'ego se manifeste avec précipitation, avec réactivité, avec un orgueil exagéré, avec une insécurité déguisée en force, avec un besoin d'approbation, avec une peur de se tromper ou avec de l'arrogance quand tu te sens vulnérable. Les neurosciences expliquent que l'ego s'active dans les régions du cerveau associées à la peur, à la survie et au jugement social. C'est pourquoi il réagit si rapidement. Il ne pense pas, il se défend. Il n'analyse pas, il attaque. Et si tu ne prends pas de distance, il t'entraîne. Il te fait répondre impulsivement, prendre des décisions à partir du ressentiment, discuter inutilement, éviter des conversations importantes ou saboter des opportunités juste pour maintenir ton image intacte. Reconnaître l'ego implique une honnêteté radicale. Cela implique de te dire à toi-même « cela m'a fait mal, cela m'a ému, cela a touché mon orgueil, cela m'a fait me sentir petit ». Quand tu nommes ce que tu ressens, tu reprends le pouvoir. Quand tu le caches, l'ego grandit. Il n'y a pas de transformation possible sans cette sincérité interne. L'ego se nourrit de ce que tu caches. Il s'affaiblit avec ce que tu admets. Le désactiver signifie aussi savoir quand faire un pas en arrière. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, tu n'as pas besoin de te défendre. Parfois, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence. D'autres fois, l'acceptation. D'autres fois, la réévaluation. L'ego veut réagir, mais ta sagesse veut comprendre. Quand tu apprends à voir l'ego comme un reflet, pas comme ton identité, la véritable liberté commence. Tu n'es plus contrôlé par les vieilles blessures, ni par les peurs invisibles, ni par le besoin que le monde valide ton existence.
Tu commences à prendre des décisions à partir du calme, pas de l'orgueil, à partir de la clarté, pas de la peur, à partir de l'authenticité, pas du masque. La personne qui contrôle son ego contrôle son destin. 7. Activez votre esprit observateur. Activer l'esprit observateur, c'est comme allumer une caméra de sécurité en vous. La plupart des gens vivent à l'intérieur de la scène, confus par le mouvement, pris dans le chaos du moment, réagissant sans réfléchir. Mais lorsque vous activez cette caméra interne, vous ne faites plus partie du désordre, vous êtes celui qui l'observe de haut. Vous voyez les motifs, vous voyez les répétitions, vous voyez la racine de vos réactions, et surtout, vous voyez ce qui vous contrôlait auparavant sans que vous vous en rendiez compte. L'esprit observateur est l'outil le plus puissant que vous ayez pour prendre du recul émotionnel. C'est l'espace intérieur où vous pouvez voir vos pensées sans être vos pensées, où vous pouvez ressentir vos émotions sans devenir ces émotions, et où vous pouvez remarquer vos impulsions sans leur obéir. Cet espace est la liberté. Sans lui, vous êtes l'esclave de votre programmation automatique. La plupart des gens vivent en réagissant comme si chaque émotion était un ordre. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ressentent de l'anxiété et agissent à partir de la peur. Ils ressentent de la tristesse et s'enfoncent dans l'idée que quelque chose ne va pas dans leur vie. Mais l'émotion ne devrait être qu'un avertissement, jamais une sentence. Les stoïciens l'enseignaient avec une clarté totale. Ce qui vous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation automatique que votre esprit crée. Et si vous ne l'observez pas, elle vous consume. La psychologie cognitive le confirme. L'esprit réagit avant que vous puissiez traiter. Des pensées automatiques apparaissent sans votre permission. Elles sont rapides, intenses, parfois irrationnelles, mais elles ne vous définissent pas. Elles ne deviennent dangereuses que lorsque vous les acceptez sans les remettre en question. L'esprit observateur agit comme un filtre qui sépare ce que vous êtes de ce qui passe simplement en vous. La neuroscience explique que lorsque vous observez vos propres processus internes sans vous identifier à eux, vous activez le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée au raisonnement et à l'autocontrôle. C'est comme si votre esprit passait du mode réactif au mode conscient. Vos émotions cessent de vous contrôler et commencent à devenir des informations utiles. Ce changement de position mentale transforme votre vie. Activer l'esprit observateur signifie vous entraîner à voir avant de réagir, remarquer la colère avant le cri, remarquer la tristesse avant l'effondrement, remarquer la peur avant la retraite. Ce n'est pas facile, mais c'est la différence entre perdre le contrôle ou le maintenir. Lorsque vous observez, vous brisez automatiquement le cycle de l'impulsion. Le temps ralentit et vous récupérez la décision. Cela implique également de voir vos schémas, voir comment vous répétez les mêmes pensées lorsque vous vous sentez insécurisé, voir comment vous justifiez des habitudes qui vous nuisent, voir comment vous créez des histoires exagérées dans votre tête quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. L'observation vous permet de reconnaître votre programmation émotionnelle et mentale, et une fois que vous la reconnaissez, vous pouvez la réécrire. Activer cet esprit nécessite une pratique quotidienne. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste de la présence. Quand quelque chose vous dérange, arrêtez-vous pendant 2 secondes et observez ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous perturbe, identifiez l'histoire que votre esprit est en train de créer. Quand une pensée négative apparaît, regardez-la comme si c'était une phrase écrite sur un écran. Observez sans juger. Observez sans réagir. Observez sans croire que vous êtes cela. Avec le temps, vous commencez à distinguer entre votre voix intérieure et le bruit mental. Votre voix est calme, ferme, raisonnable. Le bruit est chaotique, impulsif, craintif. L'esprit observateur est celui qui entend cette différence. Cette compétence vous donne un énorme avantage dans un monde émotionnellement débordant. Elle fait de vous quelqu'un de difficile à manipuler parce que vous ne réagissez plus automatiquement. Elle fait de vous quelqu'un de stable parce que vous voyez avant d'agir. 8. Décide calmement, pas impulsivement.
Prendre des décisions sur l'impulsion, c'est comme conduire sous une tempête intense. Le pare-brise se remplit d'eau, la route se déforme, les lumières se confondent et le moindre mouvement brusque peut vous conduire directement au désastre. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous attendez quelques secondes, lorsque vous observez avec clarté, la tempête cesse d'être une menace et devient quelque chose que vous pouvez traverser avec prudence et fermeté. C'est ainsi que fonctionne le calme dans votre vie. Il n'élimine pas les problèmes, il vous donne une direction face à eux. L'impulsion est rapide, bruyante, anxieuse et veut toujours tout de suite. Elle ne pense pas, elle réagit. Elle n'analyse pas, elle se lance. Elle est chargée d'émotions pures et c'est pourquoi elle vous convainc d'agir sans mesurer les conséquences. L'impulsion vous dit « Réponds maintenant ». Défends-toi maintenant. Fais quelque chose même si tu ne sais pas quoi. Ne laisse pas passer l'opportunité même si elle n'est pas la tienne. Ne reste pas immobile parce que tu vas perdre. Mais chacune de ces voies est guidée par la peur, l'ego ou l'insécurité. Et ce qui naît de là ne crée presque jamais de bons résultats. Le calme, en revanche, est une force silencieuse. Il ne vous crie pas dessus. Il ne vous met pas la pression. Il n'exige pas d'urgence. Il vous murmure simplement « Attends, respire, comprends, regarde le tableau dans son ensemble, choisis avec intention ». Le calme n'élimine pas l'intensité émotionnelle, il vous aide simplement à ne pas agir sous son emprise. Et cette différence change des destins entiers. Les stoïciens le savaient. Ils disaient qu'aucune décision prise sous une tempête intérieure ne peut être sage. La clarté apparaît toujours lorsque l'esprit cesse de brûler. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie, c'est voir la situation de haut, pas de la blessure, c'est agir à partir du but, pas de l'émotion. Parce que lorsque vous décidez impulsivement, vous protégez votre ego, mais lorsque vous décidez calmement, vous protégez votre avenir. La psychologie moderne montre que les décisions impulsives proviennent du système limbique, la partie émotionnelle la plus ancienne du cerveau, tandis que les décisions réfléchies activent le cortex préfrontal, associé au raisonnement, à la planification et au contrôle de soi. Autrement dit, lorsque vous répondez calmement, vous utilisez littéralement la partie la plus intelligente de votre cerveau. Lorsque vous répondez impulsivement, vous utilisez la partie la plus primitive. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Les neurosciences ajoutent quelque chose de clé. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, et cet espace peut être si petit que vous ne le remarquez parfois pas, mais il est là. Cet espace est où se trouve votre liberté. La liberté de ne pas répondre immédiatement, la liberté de ne pas céder à la peur, la liberté de ne pas vous blesser avec vos propres décisions, la liberté de ne pas détruire quelque chose pour une colère de 5 secondes, la liberté de penser. Décider calmement implique d'apprendre à faire une pause. Faire une pause n'est pas arrêter la vie, c'est la diriger. C'est vous donner quelques secondes pour voir l'intention derrière votre réaction. Vous demandez, ce que je ressens est-il réel ou est-ce mon ego? Cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de qui je veux être? Est-ce que j'agis à partir de la blessure ou de la raison? Le calme vous permet de répondre avec précision. L'impulsion vous fait tirer sans viser. Mais le calme n'apparaît pas seul, il se travaille. Il se cultive comme la concentration ou le silence intérieur. Il se renforce chaque fois que vous décidez de ne pas réagir. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de parler, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de répondre rapidement et que vous choisissez d'attendre. Ces secondes sont plus importantes que vous ne l'imaginez. Ces secondes sont du pur contrôle de